de droit, une vraie démocratie, c'est aussi à assumer par sa présence l'équilibre des pouvoirs, ce qui permet d'avoir plus de transparence, engager plus de processus pour la reddition des comptes et faire en sorte que l'argent public, qui est le nerf de la guerre, ne puisse être ni sabordé, ni envoyé dans des zones qui ne sont pas prioritaires pour le Sénégal. C'est cela qui nous avait amené à l'époque, en 2008, à réfléchir en disant que si nous désertions l'Assemblée nationale, nous allons laisser les gens en roue libre là-bas. Si nous ne faisons pas ce que nous faisons pour être présents dans le débat politique, nous manquerons une occasion pour montrer aux Sénégalais qu'il y a une autre voie, autre que la voie qui est proposée via le gouvernement. Et si nous n'avions pas été à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas eu l'occasion de m'enchaîner aux grilles de l'Assemblée nationale pour faire blocage à quelque chose qui, par rapport à notre histoire politique, par rapport à notre combat politique et au combat même de Maître Abdoulaye Wade, était une anachronie et ne s'imposait absolument pas. Et comme je le dis souvent, les Sénégalais sont souvent beaucoup plus intelligents, beaucoup plus en avance que les leaders politiques. Et ils ont compris le message que j'ai lancé, et c'est la raison pour laquelle le 23 juin, tous ensemble, nous avons été là-bas non pas pour servir tel parti ou tel autre parti, mais nous étions là-bas en tant que Sénégalais pour nous mettre en face de quelque chose qui n'était pas conforme à notre idéal démocratique. C'est ce même combat-là qui est une exigence de tous les jours, puisque, comme le disait Abdou Diouf, le combat pour la démocratie, l'état de droit et le développement est un combat perpétuel. On ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers ou concevoir qu'on en a assez. On n'en a jamais assez. Il faut toujours continuer à aller de l'avant. Et à un moment, vous étiez avec le président Macky Sall, vous avez décidé de rompre les amarres, vous êtes retrouvé dans l'opposition. D'ailleurs, vous êtes même retourné à l'Assemblée nationale. Justement, donc, Cheikh Mambagé, c'est l'homme qui est toujours présent pour les grands combats. Donc, vous êtes un grand combattant. Peut-être un citoyen simplement. Parce que grand combattant, ça renvoie toujours à une idée qui ne me plaît pas trop. Mais oui, je suis déterminé. Et je suis impitoyable quand il s'agit de l'intérêt du Sénégal. Cela ne se négocie pas en ce qui me concerne. J'estime que ce pays-là nous a tellement offert et que les Sénégalais ont tellement souffert des indépendances à maintenant qu'on ne peut pas se donner certaines libertés, certaines légèretés. Et cela me semble être extrêmement important parce qu'au-delà de l'action politique, ce que nous faisons va impacter et l'éducation et surtout le socle référentiel que nous donnons aux jeunes générations. Mais aujourd'hui, est-ce que la tendance est véritablement au changement? Ah oui. Souvenez-vous qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel au Sénégal, de l'histoire politique de notre pays. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un moment aussi spécial. Ce qui s'est passé il y a 7 mois de cela, c'est que dans des conditions extrêmes où beaucoup pariaient sur un cataclysme qui allait complètement anéantir le Sénégal, ce pays miraculeusement a su retrouver en son sein des leviers pour reconsidérer la chose et implanter une compétition électorale à l'issue de laquelle un homme issu de l'opposition et qui était sorti fraîchement de prison a pu battre les candidats du pouvoir à 54% et sortir au premier tour. Cela a au moins 2 messages. Le premier, c'est cette volonté farouche, inébranlable des Sénégalais qui est une aspiration au changement, à une transformation profonde et comme le dit le président de la République et le Premier ministre, une transformation systémique de notre pays. Mais au-delà de cela, ce que ça montre, c'est que les Sénégalais ne sont pas du tout des indolents et qu'ils n'acceptent pas, qu'ils n'accepteront jamais que quand les moments où l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité de notre pays, notre avenir est en jeu, ils ont toujours su trouver les voies et moyens pour des réponses. Beaucoup avaient parié sur un deuxième tour, mais ils savaient, eux, les Sénégalais, qu'un deuxième tour était source de beaucoup de difficultés, un deuxième tour était une incertitude, et ils voulaient. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir. Les Sénégalais voulaient se libérer de la compétition électoraliste politicienne pour implanter cette fois-ci une dynamique de développement. Et nous n'avons pas le choix. L'enjeu aujourd'hui, Fabrice, c'est développer le Sénégal. C'est être dans une rupture catégorique avec la manière et les méthodes avec lesquelles le Sénégal a été gouverné de 1960 à aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est relever la tête, regarder
regardez la Côte d'Ivoire, rattrapez les déficits qu'il y a entre nous et eux, regardez le Ghana, rattrapez les déficits et les retards qu'il y a entre nous et eux. C'est placer notre pays dans le concert des nations qui comptent dans la sous-région et à l'échelle continentale. C'est extrêmement important parce que c'est à l'issue de cela que l'ensemble des questions qui sont posées de manière répétitive, l'emploi des jeunes, l'employabilité de ces mêmes jeunes, la santé, l'éducation, la sécurité, la souveraineté, ce sont ça les facteurs englobants qui vont nous aider à propulser ce pays à l'avant. Mais est-ce que nous sommes sortis de l'auberge? Excellent. Mais pas du tout. Mais nous ne sommes pas du tout. Sortis parce que mois après, vous avez toujours les phénomènes Barça. 7 mois après, vous avez toujours la question de l'insécurité que vous évoquiez. Vous avez le marché vraiment, il ne faut même pas essayer là-bas. Est-ce que vraiment dire que ce qui a été promis, ce n'était que du mirage, c'est faire un crochet en sorcellerie? Vous allez me permettre d'emprunter 2 mots wolof. Le premier, c'est que Ndar Khayul Soti. Et le deuxième, dans le Saloum, on dit c'est dire simplement que si une tentative de désorganisation d'un État se met en place au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 12 ans, si vous êtes en possibilité de les corriger, quelle que soit votre finesse, votre rapidité d'exécution, 7 mois, il faut reconnaître, c'est encore très peu pour assumer un changement. C'est trop tôt. Mais bien sûr, pour la bonne et simple raison. Mais vous allez nous permettre aussi d'utiliser le mot Wolof qui dit Tinbounaraner, Soubaré. Ouais. Et je viens de te dire pourquoi les senteurs sont bonnes. Ah bon? Ah oui. Parce que les premières senteurs, c'est quoi? C'est la certitude que nous sommes dans un état de droit. La deuxième senteur, c'est l'absolue réalité que nous avons aujourd'hui, que la culture de la transparence, de la redevabilité est là. Parce qu'un État ne peut pas fonctionner sur du néant. Pour créer un processus de développement, une vision Sénégal 2050, tout cela, il faut d'abord une situation de référence. Laquelle situation devra vous permettre, même si c'est dur, même si ça vous ramène à votre réalité, même si cela vous dégrade, cela vous montrera simplement qui vous êtes et où est-ce que vous en êtes. C'est extrêmement important. On ne peut pas construire le développement en ignorant complètement qui nous sommes, ce que nous valons, ce que nous pesons, quels sont nos déficits et quels sont nos bons points. Cette opération-ci, si vous la faites, c'est comme aux États-Unis quand il y a eu la crise des subprimes. On a créé une bulle artificielle financière, beaucoup d'argent, énormément d'argent a circulé, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était sur du vent. Quand ça a explosé, la plupart des banques ont fait faillite. Et où est le rapport? Non, le rapport, il est là. Il est qu'au Sénégal, durant les dernières années, on a créé un artifice de développement, une bulle spéculative-financière qui en fait croire à tout le monde qu'on était au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors que la réalité était autre. La question de la jeunesse et de l'emploi de la jeunesse, la question du chômage, du déficit en matière de système de santé, du manque de transparence, d'une justice déséquilibrée, d'une justice injuste, tout cela, c'était une réalité il y a 7 mois. Et comment voulez-vous, je me pose toujours cette question, comment voulez-vous, en enregistrant autant de déficits sur le quotidien du Sénégalais, sur sa qualité de vie, sur son droit intrinsèque à vivre librement, à assumer ses libertés, sur son droit intrinsèque à avoir un logement décent, à nourrir ses enfants, toutes ces réalités et ces déficits étaient une réalité partagée par tous les Sénégalais il y a 7 mois, avec beaucoup plus de violence, puisque en ces moments-là, nous étions même dans un cycle de violence politique qui était intenable. Comment voulons-nous aujourd'hui, automatiquement, parce qu'en un claquement de doigts, les Sénégalais se sont rebellés et qu'ils ont mis en place un nouveau régime, qu'on oublie complètement ces années? Ces gens-là qui ont vendu quand même un rêve, qui ont vendu une possibilité, une rupture systémique. Mais un acteur politique sérieux, compte tenu de la situation et des déficits chroniques que nous avions enregistrés durant les 12 dernières années,
n'a pas besoin de vendre des rêves, il a juste besoin de dire la vérité. Et comme le disait Martin Luther King, pour se faire des ennemis, pas besoin d'inventer des guerres, dites juste la vérité. Et vous pensez que la vérité, elle est dite telle qu'elle par rapport à la situation? Elle est dite en rapport avec la situation exacte de notre pays. Elle est dite aussi dans le souci d'une certaine forme de transparence, de redevabilité et d'une volonté de mettre en place un système de référence. Je voudrais rappeler que si le régime actuel commettait l'erreur de ne pas communiquer assez